Donc, on a le temps. Donc, bref, c'est sûr que c'est flottant, cette discussion-là. Pas l'oublier certainement dans notre tête. Si on ne le fait pas maintenant, avoir certainement un plan stratégique pour le mettre. Puis, tu as bien illustré le fait que si on ne le débute pas, on va avoir de la difficulté. Chose certaine, comme Viviane l'a dit, la plus petite dose, je ne pense pas que c'est le temps d'escalader la dose rapidement. On peut se donner du temps, voir la réponse clinique, s'assurer qu'il ne détériorera pas. Mais pour vous dire, la pratique dans mon hôpital, c'est aussi de le mettre, mais il y a des patients qui reviennent en décompensation au bout de quelques jours, quelques semaines. Puis je pense que de temps en temps, c'est l'introduction du bêta-bloqueur qui le fait. Donc, il y a des patients qui tolèrent mal l'introduction du bêta-bloqueur. Mais ça serait vrai à n'importe quel moment. L'autre commentaire, c'est toujours s'assurer que si on en donne, qu'on n'en donne pas à un patient qui est totalement déshydraté non plus, parce que on a des risques d'hypotension beaucoup plus importants. Alors, il faut s'assurer que notre patient est stable et puis le surveiller. Tiens, donc, on serait d'accord finalement avec la réponse 2 et 5, c'est une espèce d'amalgame de tout ça. Donc, il fut décidé, compte tenu de la décompensation cardiaque active, de débuter une combinaison ACE diurétique, puis des bêta-bloqueurs, on avait décidé de le remettre lorsque le patient est ambulatoire. Donc, je pense qu'ici, qu'on avait proposé, c'est une combinaison ACE diurétique, puis un bêta-bloqueur avec le suivi du patient. Donc, ce que je vous demande, c'est quelle est votre définition de la stabilité pour initier un bêta-bloqueur? Donc, comment vous faites ça? Comment vous utilisez un bêta-bloqueur chez un patient insuffisance cardiaque aigu? Est-ce que ça vous prend un poids qui est stable, donc pas de variation de plus d'1,5 kg? Est-ce que ça prend une absence de râle? Est-ce que ça prend une absence ou un plus d'édème des membres inférieurs? Est-ce que ça prend tous ces critères-là? Ou si ça ne prend aucun de ces critères-là? Comment on décide à qui on donne un bêta-bloqueur en insuffisance cardiaque? Donc, Viviane a facilité mes choses. On a les réponses quand on a la réponse électronique. C'est plus facile. Vos réponses? Pas beaucoup de commentaires. Donc, toutes ces réponses, ça prend un poids stable, absence de râle ou très peu ou pas d'édème des membres inférieurs. On veut commenter. Il n'y a pas la TVC. Par contre, on regarde ça souvent. Moi, je l'utiliserais aussi. Absence d'hypervolémie. Moi, j'aurais mis ça comme ça. C'est plus vaste comme choix, l'absence d'hypervolémie. Donc, ça en inclut le gauche et le droit. Après, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la dyspnée et à l'asthénie, qui sont des éléments à prendre en compte, et notamment aux activités physiques repères, c'est-à-dire qu'un patient a des activités qu'il fait quotidiennement, il promène son chien, etc. Effectivement, s'il n'y a pas d'altération dans ses capacités, de son périmètre de marche, c'est des points importants qui me signalent s'il amorce une décompensation ou pas. Moi, comme réponse, je n'aurais mis aucun de ces critères, en fait. Plus, alors c'est vrai que c'est important qu'il soit à peu près stabilisé, mais pas tant, je trouve, sur des signes de persistance, un petit peu de signes congestifs qui sont pas forcément très gênants. Plus, je ferais très attention à ce qui a été dit tout à l'heure, à ce que le patient soit effectivement pas déshydraté, où là on est sûr que ça sera mal toléré, que le patient soit pas très hypotendu. Donc les critères qui m'intéresseraient plus, c'est le niveau de pression artérielle, l'existence résiduelle d'un galop, des petits signes comme ça d'hypoperfusion, d'hypotension orthostatique, plus que la persistance de signes congestifs qui n'est pas forcément si gênante que ça, pour introduire à très faible dose. C'est aussi un peu du cas par cas quand même. Donc on le suivrait de près, on serait attentif à la décompensation progressive. Également, ce qui me paraît important, c'est dans l'évaluation initiale d'avoir une notion de la fonction ventriculaire droite. Et c'est vrai que chez les patients qui ont déjà une cardiopathie avec dysfonction biventriculaire, une atteinte ventriculaire droite, c'est des patients qui sont très clairement beaucoup plus fragiles, pour lesquels on sera plus prudent, ce qui ne semble pas être le cas pour ce patient. Viviane? Fréquence cardiaque? Clinique. Fréquence cardiaque? Un commentaire sur la fréquence cardiaque? Mon patient, il va bien, il répond à ces critères-là, mais il a 58 battements par minute. Est-ce qu'on lui donne un bêta-bloqueur? Bien, on l'utilise surtout pour l'effet neuro-hormonal, pas vraiment ici pour baisser la fréquence cardiaque. En dessous de 60 au repos, je pense que c'est 68 avec l'exercice. Je pense que c'est ça un petit peu ma limite, là, mais je pense que si je le débute, je débuterai à l'hôpital, encore une fois, et à de très faibles doses pour voir comment il tolère ça. Mais c'est une question difficile.
utilisation en bradycardie? Est-ce qu'on l'utiliserait quand même à faible dose en se disant j'aime mieux qu'il y en ait un petit peu que pas du tout? Oui, moi j'introduirais au-delà de 55 par minute, j'introduis en étant prudent. C'est vrai que l'importance du ralentissement est souvent moins forte, quoi, hein. L'effet est d'autant plus marqué qu'il démarre d'une fréquence élevée, compte tenu du bénéfice attendu sur la fraction d'éjection. On attend vraiment une amélioration de la fraction d'éjection, on attend une amélioration une inversion du remodelage ventriculaire. On sait que les bêta-bloquants apportent tout cela. Donc vraiment, je l'introduirai. En termes de fréquence, c'est vrai qu'il y a une étude récente qui vient de paraître, l'étude SHIFT avec du procoralan, qui est un inhibiteur qui est un ralentisseur de la fréquence cardiaque, qui n'agit que sur le nœud sinusal, et il montrait qu'on réduisait la mortalité et les réhospitalisations pour l'insuffisance cardiaque quand on diminuait la fréquence cardiaque en dessous de 70, donc probablement un objectif autour de 60. Donc ça reste un critère important de voir si la fréquence cardiaque est atteinte, certainement. C'est sans doute un nouveau marqueur de l'efficacité de notre traitement. Un tout petit commentaire plus pratique. Ce qui est important également chez les patients qui sont un peu lents au départ, ce qui n'est pas rare, c'est de vérifier qu'ils n'ont pas d'autres traitements ralentisseurs inutiles, hein, comme, alors inutiles, j'allais dire les digitaliques, c'est peut-être pas inutile. Mais peut-être que s'ils sont très lents sous digitalique, on veut mettre des bêta-bloquants, il faut faire un choix à un moment donné. Je pense qu'il faut donner le privilège aux bêta-bloquants. Et ce qui n'est pas rare non plus, les patients qui sont sous amiodarone, hein, les patients qui peuvent avoir des collyres bêta-bloquants pour les histoires de glaucome. Il peut y avoir également certains antidépresseurs qui agissent sur la fréquence cardiaque. Donc c'est important de revérifier, de faire un toilettage de l'ordonnance hein, au moment de l'introduction des bêta-bloquants quand le patient est un peu lent. Pas d'autres commentaires. Parfait. Bon, votre garde de micro, je vais te le pousser un peu plus loin. Tu introduis tes bêta-bloqueurs, puis ton patient roule à 35 battements par minute, avec un bloc AV. Est-ce que tu lui mets un pacemaker pour tolérer une thérapie que tu juges, des nouvelles recommandations américaines qui disent qu'on peut mettre un pacemaker pour les thérapies qui sont jugées indispensables pour un patient? Est-ce que tu mettrais une sonde de pacemaker à un patient comme celui-là pour qu'il tolère ton bêta-bloqueur? Écoute, j'ai pas d'idée de la valeur du QRS. J'ai pas d'idée si le patient est rendu maintenant classe 1 avec le traitement qu'on lui a offert à l'urgence. J'imagine s'il est redevenu classe 2, il faut voir. J'essaierai de voir. Là, ça dépend de la dose qui a été introduite. Plus petite dose possible. La plus petite dose possible. C'est ta première dose, la première pilule que tu lui as donnée. Okay. Tombe à 30. Bon, je l'arrêterai, j'observe qu'est-ce qui se passe et puis je regarde après ça l'amélioration de mon patient. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient conduire à un trouble aussi de conduction chez ce patient-là, comme une maladie infiltrative, c'est toujours une possibilité. Alors, c'est là où je pense l'utilité de la résonance magnétique chez ce patient-là qui pourrait quand même nous donner, ou éventuellement de la biopsie, chez un patient comme ça, mais la résonance nous donnerait certainement une bonne idée à savoir si on a un processus infiltratif chez ce patient-là. Et je réévaluerais, quitte à éventuellement mettre un pacemaker chez ce patient-là, si on croit que c'est l'avenue. Mais est-ce que tu le considérais, là, tu irais jusqu'au point, on est tellement convaincu de l'utilité d'un bêta-bloqueur qu'on installerait un peu, parce que maintenant, vous le savez, au moins de la recommandation américaine, je ne sais pas au niveau européen, mais les Américains proposent d'installer un pacemaker à un patient comme celui-là pour qu'il puisse tolérer les bêta-bloqueurs. Je ne suis pas convaincu qu'il y a de l'évidence derrière tout ça, c'est une recommandation là, plus d'experts, mais... Non, sauf que là, si on est limité avec notre traitement parce qu'on a seulement un ACE et que le patient demeure très borderline puis qu'on n'est pas capable d'introduire aucun bêta-bloqueur, j'essaierai de trouver d'autres réponses. Je veux en savoir un peu plus sur la... réponse anormale au bêta-bloqueur. C'est exactement ça, oui. Par expérience, je n'ai jamais mis de pacemaker pour introduire des bêta-bloquants sur des cardiomyopathies de ce type-là, c'est-à-dire non ischémiques ou qui n'ont jamais fait de troubles du rythme, qui seraient des... Si le patient est vraiment ischémique hein, et a des troubles du rythme ventriculaire, etc., on sera beaucoup plus agressif. Okay. Mais dans les autres cas, comme pour ce cas clinique, ça me paraît vraiment difficile d'appareiller les patients. Alors, il y a un autre élément de réflexion qui peut être intéressant, c'est quand même il y a la fréquence cardiaque de repos, c'est vrai, mais qui n'est pas forcément qui est peut-être pas la plus pertinente. Et c'est toujours intéressant de vérifier que le patient, d'une part, est asymptomatique avec cette bradycardie. Et puis s'il s'accélère assez rapidement sur un tout petit effort, hein, simplement avec un calcul mental, en faisant des petits mouvements, etc. Et si c'est le cas, on est quand même plus confortable hein, pour introduire une faible dose de bêta-bloquant.
Le problème avec un pacemaker ordinaire, comme un dual chamber, 2 chambres, c'est que si le patient devient dépendant du pace, il va pacer à droite et ça va aggraver sa dysfonction ventriculaire gauche parce que ça va causer du dysynchronisme. Alors, je pense que ce que Marie-Hélène voulait dire, c'est elle l'arrêterait puis elle attendrait probablement qu'il se détériore assez pour qu'il puisse avoir, si son QRS est long, pour qu'il mérite un pacer biventriculaire. Par contre, je pense que ce serait un peu prématuré s'il est de classe 1 ou 2 d'en mettre un. Alors, c'est un dilemme, parce qu'on ne veut pas vraiment qu'il pace en 2 chambres de façon traditionnelle, mais on n'est pas prêt à mettre un biventriculaire. Alors, moi, je l'arrêterais, puis j'attendrai. Surtout que les résultats récents là, des études de pacing unique dans le ventricule gauche ont été relativement décevantes. On pensait que c'était la solution. On a mis un électrode auriculaire à droite, ventriculaire à gauche, puis on règle tous nos problèmes. Les dernières études nous démontrent que ça ne fait absolument rien. Donc, bien d'accord avec vous. Je pense qu'il faut attendre les études comme Lesser Earth, voir s'il y a une place à au pacemaker biventriculaire en présence d'un QRS fin. Mais pour l'instant, je pense bien qu'on resterait sur notre appétit. Puis je pense que le premier principe, c'est de faire très attention de priver un patient au long terme d'un bêta-bloqueur, donc faire tout ce que l'on peut pour pouvoir le réintroduire, éliminer les causes secondaires. Bien beau. Donc, je pensais que c'est ça qui complète la portion intra-hospitalière de notre patient. C'est ça. Donc, à partir d'ici, c'est Viviane qui va le prendre. Donc, vous avez fini la portion intra-hospitalière. Après ça, on va tester la portion extra-hospitalière. Bonjour à tous. Donc, ma question, la prochaine question, c'est maintenant le patient, il est chez lui. En fait, peut-être qu'il est encore à l'hôpital, mais vous planifiez pour un congé. Selon vous, ce patient devrait-il être revu selon le consensus canadien en insuffisance cardiaque dans 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines ou 3 mois? Donc, près de 60% veulent qu'il soit revu dans 2 semaines et l'autre moitié, ou l'autre 40% dans 4 semaines. Alors, comment est ta pratique? Chez nous, c'est jamais dans 100 ans. Dans 100 ans? Non, mais jamais. Chez nous, on ne serait pas capable d'articuler si rapidement que ça, on ne serait pas capable. Oui. Mais selon toi, quel serait l'idéal? 2 à 4 semaines. Je pense qu'il faut qu'il soit revu rapidement. Si on est capable d'organiser le setting. Mais 4 semaines, il est en classe 2. Là, on a déterminé qu'il est en classe 2. À la sortie, il est en classe 2. Par contre, c'est difficile d'évaluer un patient, la classe d'un patient quand il est encore à l'hôpital. Mais il a eu une hospitalisation assez récente. Puis, donc, la réponse, ça va être 2,5. 2,5. Mais difficile de meet the standard, c'est ça. Docteur Legendre. Je suis très intéressé par le fait que vous ayez un consensus pour ces délais pour revoir les patients. En Europe, en l'occurrence en France, ça c'est certain, on n'a pas de consensus. Et en Europe, c'est pareil, dans le texte des recommandations, à moins que je me trompe, c'est pas spécifié de noir sur blanc dans quel délai on doit revoir le patient. Je crois que c'est très flou. Sinon, comme ça, intuitivement, en pratique, on essaye de les revoir précocement. 2 semaines, ça me paraît être bien, en sachant que c'est pas toujours possible, évidemment, et que de revoir systématiquement tous ces patients-là 2 semaines après, qui les revoit, comment les revoit, ça pose beaucoup de questions logistiques. Mais effectivement, c'est un point majeur, probablement, pour diminuer le taux de réadmission, c'est de revoir très précocement les patients et de revérifier les doses, de revoir ce qui ne va pas, ce qui va.